faire de la protection de l'environnement, créer des parcs nationaux marins pour protéger les écosystèmes, les espèces, etc., c'était un peu quand même comme mettre un pansement sur une jambe de bois, et qu'à côté, il y avait quand même une technologie, une façon de faire dans le monde de l'industrie, même du management, de l'aménagement côtier, etc., qui était en permanence en confrontation avec la nature. Donc la question s'est vite posée, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de créer de l'innovation, de la technologie, des méthodes de gestion qui ne soient pas en confrontation, mais resynchronisées, harmonisées avec les processus naturels? Et quand je parle de processus naturels, c'est vraiment les grands flux de matière et d'énergie, l'atmosphère, l'hydrosphère et bien sûr la biosphère, tout ce qui est vivant sur notre belle planète. C'est vraiment ça la porte d'entrée du biomimétisme pour moi, une volonté de faire un pas très significatif vers le développement durable. Donc l'idée, c'est vraiment essayer de voir comment finalement la vie qui existe sur Terre, qui a connu aussi toutes sortes de périodes de changement et a inventé toutes sortes d'innovations, pourrait, après 3,8 milliards d'années de recherche et développement, quelque part, pourrait nous apprendre quelque chose à nous, humains, qui sommes une espèce très jeune. Près des sources hydrothermales, il y a de la vie. Au milieu des glaces, il y a de la vie. Donc la vie a su s'adapter à toutes sortes de contraintes. Et même, contrairement à nous qui, en technologie, essayons d'exploser les contraintes, bien souvent l'innovation s'est faite en s'appuyant sur les contraintes pour innover. Si jamais vous prenez l'exemple d'un arbre qui pousse à un certain endroit, alors bien sûr, certains arbres vont essayer de casser par exemple les pierres qui les gênent, mais bien souvent, ils vont se servir de la pierre pour pouvoir consolider leur structure et au contraire s'adapter à l'environnement dans lequel ils grandissent. Maintenant, moi en tant que biologiste, mon but maintenant c'est d'essayer de créer un langage commun entre la biologie et toutes les autres disciplines. Donc là, je développe un programme de recherche en collaboration avec d'autres structures comme la société AIM, mais aussi des chercheurs dans d'autres pays européens, pour essayer de comprendre finalement comment faciliter le dialogue entre la biologie et les sciences de l'ingénierie, du management, en développant déjà un langage commun et aussi en améliorant des outils d'accompagnement de l'innovation, toujours dans un esprit de développement durable. Il y a plusieurs types de biomimétisme, si on peut dire, si on les classifie en grandes approches. On peut s'inspirer soit de la forme des organismes. Par exemple, on est au bord du canal de l'Ourcq, il y a un petit oiseau que l'on croise, pas si petit que ça d'ailleurs, qui est magnifique, qu'on appelle le martin-pêcheur. Le martin-pêcheur, sa caractéristique, comme son nom le dit, c'est qu'il a besoin d'attraper des poissons. Donc il passe d'un milieu aérien vers un milieu aquatique. Et il a un bec qui est parfaitement fait pour ça, de manière à ce que les poissons ne le détectent pas quand ils commencent à percer la surface. Eh bien, au Japon, le TGV japonais devait traverser une région, ce qu'on appelle le Shinkansen, le TGV japonais, où il y avait pas mal de tunnels. Et leur précédente série de trains, ça posait un problème ces tunnels parce que ça créait des phénomènes de compression dans le tunnel. Et ils ont réfléchi avec un biologiste pour essayer de voir quel modèle vivant pouvait s'approcher le plus de leurs contraintes. Et après quelques essais-erreurs, ils ont sélectionné le martin-pêcheur. Et si vous regardez la forme de la locomotive de Shinkansen, elle ressemble de manière incroyable à un bec de martin-pêcheur. Ils ont baissé leur consommation d'énergie, ils ont réduit le problème aussi de bang, un peu comme les bangs supersoniques, qui provoquaient des désagréments sonores. Ensuite, il y a un deuxième niveau qu'on appelle les processus. Alors là, c'est toute la chimie. Par exemple, la chimie verte. Là, quand vous regardez cet arbre, par exemple, vous avez des feuilles. Ces feuilles, c'est des véritables panneaux solaires qui n'ont pas besoin de terres rares comme les panneaux solaires qu'on fabrique actuellement, d'une débauche d'énergie, puisqu'on a besoin de plus de 1000 degrés Celsius pour faire du verre et de la silice, etc. Ça, c'est température ambiante avec quelques protéines, des éléments très simples qui sont disponibles en abondance et non pas en rareté. Et on a des panneaux solaires qui s'étagent, qui vont s'organiser en fonction de la luminosité, avec certains panneaux solaires, donc les feuilles, qui seront d'une certaine taille près de la canopée, donc près du sommet de l'arbre, d'autres avec des tailles légèrement différentes et organisées différemment, tout ça pour optimiser la capture du soleil. Donc là, rien que sur cet exemple du panneau solaire, on est en train de pouvoir s'inspirer de ces feuilles, puisqu'il y a tout un consortium d'universités, d'ingénieurs et même d'entreprises qui développent la nouvelle génération de panneaux solaires qui arrivera dans quelques années, qui imite la photosynthèse et ce qu'on appelle les chloroplastes des plantes. Et là, on peut imaginer des panneaux qui soient translucides, et non pas opaques, qui puissent s'inclure dans des peintures, etc. Donc vous imaginez un petit peu la révolution que ça va constituer en termes d'énergie renouvelable. Et puis troisième niveau, c'est les relations. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'un écosystème, de l'observation des relations entre les organismes? Qu'est-ce qui fait qu'une forêt, par exemple, qui brûle est capable de se reconstituer comme forêt? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va franchir un seuil et ça ne sera plus une forêt, ou ça ne sera plus un récif de corail, ça sera une prairie sous-marine, ou ça sera une garrigue? C'est ça la résilience. Essayez de comprendre ça. Dans la nature, toute ressource se base sur le déchet de quelqu'un également. Donc si par exemple l'oxygène, entre guillemets, est un déchet de la respiration,
des arbres. Et pourtant, c'est une ressource extrêmement importante pour bien des organismes. Donc, il n'y a pas de notion de déchets rémanents dans l'écosystème. Tout est en boucle fermée. Et nous, on crée énormément de boucles ouvertes. On va chercher des ressources limitées qui sont présentes dans le sol, par exemple, énormément de gaspillage, mais également dans nos choix stratégiques. Par exemple, je reprends l'exemple des panneaux solaires, le fait d'aller chercher des terres rares, comme leur nom l'indique, à un moment donné, c'est un cul-de-sac, puisqu'elles sont rares. Et bien là, on change complètement la façon de raisonner et c'est là où on va avoir des inspirations comme l'écologie industrielle. On va faire collaborer des industries de façon à ce que les déchets de l'une deviennent la ressource de l'autre et on crée des boucles vertueuses et donc des cycles de richesse, y compris sur des espaces limités, qui tout d'un coup se découplent de la surface en termes de production de richesse. Si vous prenez une forêt amazonienne, le sol est pauvre, sur une toute petite surface, vous avez une explosion de vie. Parce que ces collaborations permettent l'émergence de nouvelles propriétés et de la richesse sur la richesse. Donc ça, c'est le troisième niveau. Énormément de choses à en apprendre également. Alors, quelle pourrait être la place du biomimétisme dans le futur? Eh bien, cette place, ce potentiel, il est énorme, pour bien des raisons. D'abord parce qu'il y a donc des millions d'espèces qui existent sur notre planète. Malheureusement, on est en train de provoquer la 6e disparition massive d'espèces, mais malgré tout, on peut apprendre énormément pour essayer d'éviter que ça continue, cette disparition massive. Donc je pense que le biomimétisme, déjà, c'est une source d'innovation, d'inspiration pour l'innovation absolument incroyable, au niveau des matériaux, de la chimie, des relations, comme je l'ai expliqué. Donc je pense vraiment qu'on vit une période historique, clairement. L'humanité, pour la première fois, est confrontée à des enjeux qui sont globaux. L'atmosphère ne connaît pas de frontières, l'eau ne connaît pas de frontières, on a cassé ces illusions-là. Il y a encore des résistances psychologiques, mais n'empêche que c'est en train de s'installer dans le paysage. Internet aussi, c'est le côté positif, je dirais, de la mondialisation, permet de se rendre compte de notre interdépendance. Et là, il y a en émergence avec le biomimétisme une compréhension, et toutes les sciences de la biologie et de l'écologie, une compréhension de notre interdépendance profonde avec toutes les espèces qui ont été relativement stables depuis 200 000 ans et plus. Donc on a vraiment finalement tout intérêt, on est un peu comme un motif dans un tissu extrêmement complexe qui comprend toutes les espèces et leurs relations avec les grands flux planétaires, atmosphériques, hydrosphériques, etc. Et tout d'un coup, finalement, on se retrouve à couper des fils dans ce tissu, donc à faire prendre un danger, finalement, à notre propre résilience en tant qu'humain. Donc le biomimétisme est une approche avant tout humaniste, quelque part. Il ne s'agit pas de sauver la planète et les animaux et les plantes sur la planète, ils se sauveront eux-mêmes, il n'y a aucun problème, il y a déjà eu des disparitions massives, ça prend quelques millions d'années, et on repart dans un nouveau cycle de radiation évolutive. Il s'agit bien de nous sauver, nous, en tant qu'espèce, et d'avoir finalement cet extraordinaire challenge d'inventer une technosphère, une technologie qui soit resynchronisée avec l'ensemble de notre planète. Le biomimétisme, pour moi, c'est une façon d'utiliser notre formidable capacité à conceptualiser sans pour autant se déconnecter des réalités sous-jacentes naturelles qui nous soutiennent. Quand on voit nos voisins allemands qui ont investi des millions d'euros sur la bio-inspiration, c'est génial la bio-inspiration, mais ils n'ont pas forcément focalisé leur approche sur les enjeux de durabilité. Donc je pense que la France, et particulièrement à l'aide du centre de Senlis, peut se positionner fortement sur les enjeux de durabilité. Et quoi qu'on soit nos résistances actuelles, ce sont les innovations de demain. Parce qu'il y a une obligation de changement par rapport à ça actuellement. Donc Senlis vient à un bon moment. Pourquoi on a besoin d'un centre de compétences, une sorte d'hôtel de recherche où il y a également de la formation? Parce que finalement, faire collaborer des disciplines qui sont au départ plutôt séparées les unes des autres, qui ont une vision en silo, c'est pas si simple. Donc il faut des passerelles, il faut des lieux de rencontre, il faut développer un langage commun, il faut également mutualiser certains outils, il faut que ça se cristallise sur un territoire pour ensuite essaimer éventuellement, pas simplement en France, mais je pense largement en Europe et pourquoi pas au niveau international. Le but, c'est une société humaine 100% compatible avec la planète. Zéro déchet qui reste dans l'écosystème, qui pose des problèmes de santé publique, 100% énergie renouvelable. Pourquoi on ne serait pas capable de le faire ? Il est temps pour l'humanité finalement de passer à l'âge adulte. Nous avons été un peu comme des adolescents qui pillaient un site où il y avait du poisson pour aller au suivant, qui coupaient une forêt pour aller à la suivante. Depuis quelques décennies quand même on s'est un peu assagi, on a commencé à faire rentrer la réglementation en compte, on ne peut pas faire n'importe quoi, on s'en rend bien compte. Là il y a vraiment une perspective que le biomimétisme éclair finalement, qui est enthousiasmante. J'ai pu constater ça en entreprise, dans des écoles, différents types de publics, des collectivités. Les gens sont émerveillés à travers les exemples d'innovations qui ont été inspirées par des organismes et tout d'un coup nous disent c'est rafraîchissant et on a envie d'y aller. Et ça pour nous c'est important.